Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Le Grand Soir après le journal du soir. Donc nous recevons pour vous une invitée. Il s'agit de Alimatou Badarou qui est directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Elle est ici en tant qu'acteur politique. Elle est membre fondateur donc du parti Bloc républicain. Bonsoir à vous. Bonsoir monsieur Omiad. Merci pour la disponibilité. Voilà. Le week-end dernier, le Bloc républicain a effectué sa première entrée politique à Porto Novo. Dites-nous, oui, le matinal pourrait donc titrer aujourd'hui un coup d'essai, un coup de maître. Est-ce que c'est comme cela que vous allez illustrer cette première entrée politique du BR? Oui, évidemment, c'était vraiment un coup d'essai, un coup de maître. Il y avait la grande mobilisation, la salle était pleine. Et donc, les Républicains s'est retrouvés autour d'un thème qu'on avait présenté, c'est-à-dire la mobilisation des militants à la base. Et aussi, le thème, c'est surtout les femmes et les jeunes au sein de l'arène politique. Et donc, le Bloc républicain est décidé à faire la promotion des femmes et des jeunes. Déjà, dans nos statuts, vous allez constater qu'il est prévu que on mettra au niveau de tous les organes dirigeants du Bloc 30% de femmes, 30% de jeunes. Et donc le Bloc vient confirmer ça et réaffirmer ça davantage. Donc ça a été le thème principal de notre rentrée politique. Et à l'issue justement de cette rentrée politique, que retenir fondamentalement? Bon, nous retenons fondamentalement que déjà vous avez constaté par le passé, pendant les législatives, que des deux grands partis qui ont participé aux législatives, c'est le Bloc républicain qui a présenté le plus de femmes. Et donc, c'est déjà la preuve que le Bloc, très tôt, a décidé vraiment de faire la promotion de la femme. Et c'est à point nommé parce que vous allez constater aussi qu'au niveau de l'Assemblée, la discrimination positive en faveur de la femme a été une réalité. Et donc, on était content vraiment de faire cette sortie sur ce thème. C'était pas fait à dessein, c'était une bonne coïncidence. Et donc, nous, les femmes, nous partons, les femmes du Bloc républicain, vous savez, il y a les organes de masse, il y a l'organisation des femmes républicaines, OFR, il y a aussi l'organisation des jeunes républicains. Donc, c'est un sentiment d'espoir, un nouveau départ pour nous, pour préparer la mobilisation à la base. Très bien. Est-ce que le positionnement aujourd'hui des femmes avec le nouveau code électoral où au moins 24 femmes se retrouveraient à l'Assemblée nationale quand on se réfère quand même à nos circonscriptions électorales, est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné? Non, ce n'est pas un cadeau empoisonné, c'est une bonne chose. C'est ça qui justifie même la discrimination positive dont nous parlons, c'est-à-dire au moins 24 sièges sont garantis pour les femmes. Quand vous regardez le nombre qui est prévu maintenant comme député à l'Assemblée, on est sûr qu'au moins avec ça, on aura au moins le tiers. Mais nous n'allons pas nous contenter de ça. Et nous voulons dire aux partis politiques, à nos représentants, que nous allons surveiller ça de près. Ce n'est pas parce qu'on nous a garanti un siège par circonscription qu'il n'y aura pas de l'alternance au niveau des positionnements. Nous voudrons aussi avoir les premières places en tant que première titulaire et que si on met un homme juste après qu'il y ait une femme, ou si on met une femme qu'après qu'il y ait un homme. Donc, au-delà de ces 24, nous allons nous battre encore pour prendre la position qu'il faut. Très bien. Oui. Qu'est-ce qui différencie une femme républicaine d'une femme progressiste? Excusez du peu si je pose la question comme ça. Alors, les progressistes, vous savez, ils n'ont pas le même idéal que nous. La femme républicaine, cette femme qui... bon, c'est vrai que être républicain, naturellement, c'est aimer son pays, aimer la République, donc avoir du patriotisme. Et quand vous allez chez les progressistes, eux, ils sont dans un autre élan. C'est-à-dire, on sent plus une connotation socialiste. Ils pensent au progrès. Donc, ils n'ont pas encore atteint le progrès. Alors que les républicains, on a déjà atteint le progrès. On est dans la libre entreprise. Et donc, c'est la prospérité partagée, la libre entreprise. Et donc, voilà, on essaye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être républicain, c'est ce qu'il faut en fait. Aimer d'abord son pays naturellement avant d'appartenir même à ce parti politique, le parti Bloc républicain. Et vous avez vu la couleur, la lueur, l'espoir, le cheval blanc, tout ce que traduit notre logo. Donc c'est une fierté d'être républicaine. Et donc nous, on a le mental que le courant capitaliste, c'est ça qui gère le monde entier. Aujourd'hui, tous les courants qui ont tenu le courant socialiste n'ont pas été loin.
Ils se sont rendus compte qu'on n'a pas le choix à la libre entreprise. Le marché libéré à lui-même, c'est ça qui prospère. Les États ont besoin de ça. Et l'État reste là en tant que régulateur pour organiser les activités. Donc, être républicain, c'est faire le choix du développement. Et quel regard portez-vous justement sur votre leader, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchani? Oui, il est à féliciter parce qu'il a renouvelé vraiment cette ambition de faire la promotion des femmes et des jeunes. Parce que la réforme du système partisan implique qu'il faut aller de l'avant, changer de dynamique pour utiliser les forces qu'on a pour atteindre le développement. Aujourd'hui, c'est indiscutable que les femmes sont importantes dans le jeu de développement dans notre pays. On est plus nombreux. Et les jeunes aussi, c'est la relève. Et donc, il a rappelé ça, il a martelé et ça se fait. Et donc, moi, je voudrais simplement lui dire de faire davantage pour que les prochaines fois, qu'on ne se contente pas seulement des 24 sièges qu'on nous accorde, mais qu'on permette cette alternance, qu'on puisse lire sur les listes et les positionnements au niveau des prochaines élections communales, qu'on puisse voir effectivement des jeunes et des femmes bien positionnés dans les circonscriptions électorales. Il paraît que ce n'est pas facile d'être femme et militer dans les partis politiques. Vous avez fait l'expérience et vous faites toujours l'expérience. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. En fait, il faut se préparer à l'avance. Moi, j'ai anticipé, je me suis préparée en conséquence. C'est-à-dire, c'est notre société aussi qui ne favorise pas l'émergence des femmes. C'est-à-dire, il y a encore quelques goulots d'étranglement, une société conservatrice. Mais bon, avec les pesanteurs sociologiques, ça oui, ne oui, voilà. Pas. Mais bon, pour ça, c'est pour les femmes qui les suivent, hein, parce que nous, on a dépassé ça. On a compris que ce que les hommes font, les femmes peuvent le faire. Et quand on aime son pays, on peut se battre pour le développement de son pays. Donc, c'est pas parce qu'on est en politique qu'on ne peut pas jouer à une bonne femme au foyer. C'est pas parce qu'on est en politique qu'on ne peut pas s'occuper des enfants. C'est juste que les hommes, ils ont toujours pensé que nous, on est fait pour rester derrière le rideau à la cuisine. Et donc, ces réflexes-là, ils ont toujours ça même en politique. Et ils ne pensent pas que, normalement, s'ils mettent les femmes devant, ils auront plus d'électorat. Parce qu'aujourd'hui, quand on a travaillé, on a vu, les femmes, même nos mamans commençaient pas à comprendre. Parce que quand on lance une mobilisation tout de suite, il y a plus de femmes qui sortent. Et comment se fait-il qu'on n'a pas autant de femmes? Parce qu'on ne nous positionne pas. Mais nous, on est en train de faire un travail pour dire à nos mamans que désormais, s'il y a des listes où il n'y a pas de femmes dessus, de ne pas choisir ces listes-là. Donc, ce travail, on le fait. Donc, ils n'ont qu'à savoir que désormais, s'ils veulent l'électorat des femmes, ils doivent positionner le maximum de femmes. Les femmes sont déterminées, même à notre rentrée politique, il y avait des femmes qui étaient venues de Malanville. Malgré qu'elles ne comprenaient même pas français, il y a une femme qui a dit qu'elle veut prendre la parole, qu'elle veut dire quelque chose. Et effectivement, les modérateurs ont compris, on a accepté. Elle a dit qu'il faut qu'on tienne compte des femmes. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas lettrées qu'on ne doit pas tenir compte d'elles. Elles comprennent beaucoup de choses dans le développement, elles sont mobilisatrices, elles contribuent au développement du pays. Donc, on doit les prendre en compte. Parce que si vous regardez le nombre de femmes qui n'est pas lettrées et qu'il y a des femmes qui doivent les conduire, elles les écoutent, elles les suivent facilement. Sinon, parfois, si on les minimise, qu'on n'amène que des femmes lettrées devant elles, elles vont se dire, oh là là, on n'est pas de la même famille, on ne va pas les considérer. Mais quand vous prenez une femme parmi elles, qui est femme leader, même si elle n'est pas lettrée, elles vous suivent, elles vous accompagnent. Donc, c'est pour dire que vous soyez femme, inscrite ou non, n'hésitez pas à venir en politique. C'est le moment, c'est la réforme du système partisan. La discrimination positive en faveur des femmes est votée à l'Assemblée. Donc, c'est l'ère des femmes. Il n'y aura plus de honte. Parce qu'il y a des femmes, quand elles veulent venir en politique, elles ont peur de ce qu'on dira. C'est terminé. Même le président de la République nous soutient. Et donc, les députés ont voté la loi. Donc, désormais, on peut venir toute fière en politique, travailler pour le développement de son pays. À quoi on devrait s'attendre maintenant après votre rentrée politique? Alors, donc, vous allez constater qu'il y aura une nouvelle mobilisation sur le terrain. Nous sommes en train de nous organiser déjà, parce que déjà à terme, nous allons faire notre prochain congrès. Et donc, nous allons commencer par prendre nos quartiers, nos villages et nos arrondissements. Nous allons commencer par nous organiser les cellules de base pour pouvoir participer au congrès. Donc, c'est ce que nous avons à faire. Et nous sommes en train d'enrôler davantage et dire aux gens qu'il y a la place chez les Républicains qui sont les bienvenus. Si vous êtes béninois, que vous aimez votre nation, choisissez les Républicains. Très bien, en tout cas. C'est une républicaine qui le dit. Mais revenons un peu. Vous savez, l'actualité au Bénin, c'est vrai aussi le nouveau code électoral, un certain nombre de choses, et nous en parlons avec la discrimination positive et tout cela.
que pensez-vous de cette, ou du moins de la posture d'aujourd'hui en ce qui concerne le militantisme qui est en train de... parce que ça demande aujourd'hui de sacrifices qu'on soit militant d'un parti ou de l'autre aussi. Oui, c'est vrai, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande aussi de la disponibilité. Mais je crois que... Mais c'est plus difficile aux femmes d'être disponibles parce que si par exemple on devrait avoir une réunion à 2 h du matin, comme les hommes le font. Non, en réalité, les réunions de 2 h du matin, c'est les réunions pour faire les cours. Parce que sinon, on n'a pas besoin d'aller à des réunions à 2 h du matin, mais on peut déborder, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des réunions importantes et puis on peut déborder. L'essentiel, c'est que la femme informe son partenaire, qu'il sache que sa femme est en réunion, qu'il vienne même la chercher, il peut l'attendre. Quand on aime, on peut faire beaucoup de sacrifices, il n'y a pas de raison. Et donc, au Bénin, alors ailleurs, partout, ça se fait. Donc, si vous aimez votre épouse, il faut la soutenir dans toute action qu'elle entreprend. C'est comme si quand vous la soutenez, quand elle fait des études, elle fait des formations. La politique aussi, c'est pareil. On apprend. On apprend le leadership, on apprend à connaître son pays, on participe au développement de son pays. En réalité, c'est ça. On ne peut pas dire que parce qu'on est en politique, c'est pour se faire draguer et que l'on commence à faire la jalousie. Au boulot, tu peux te faire draguer. Au marché, tu peux te faire draguer. Donc, ce n'est pas que la politique a quelque chose de particulier. C'est des idées pré-reçues qu'on se fait. C'est pour ça. Mais sinon, si vous avez votre épouse, au contraire, il faut l'encourager. Parce que les femmes ont beaucoup de capacités. Et ces capacités, c'est de mettre ça au développement du pays. Vous voyez que le pays a tout à gagner. Donc, c'est ça, en fait, la réalité. L'objectif prochain, c'est bien les communales, les municipales, communales et locales. C'est un objectif bien fondamental pour vous, je suppose. Tout à fait. Maintenant, plus que jamais, nous sommes déjà mobilisés. Nous avons compris les enjeux. Surtout que maintenant, ce ne sera pas facile. Puisque nous allons avoir plus de partis politiques qui vont prendre part à ces élections. Donc, il faut vraiment mouiller le maillot, se préparer pour le combat. Et donc, nous l'avons compris, nous avons commencé par installer nos petites cellules et parler de nous. Et comment vous vous préparez dans votre circonscription à vous? Bon, la mobilisation est lancée. C'est vrai qu'on ne s'affiche pas tout de suite parce que vous savez, c'est un certain nombre de partis politiques qui s'est mis ensemble. Et donc, il s'agit de s'entendre davantage et conclure. Il y a toujours de petits intérêts divergents, mais l'objectif, c'est le parti. Et donc, on essaye de se comprendre, de comprendre l'enjeu qu'on a devant nous, puisque la famille s'agrandit, puisque nous gagnons. Et comme les gens disent souvent en politique, c'est l'addition, et donc pas de soustraction. Donc, c'est vrai que tout le monde veut avoir la bonne position. Bon, on va essayer de faire des concessions. C'est que sur le terrain, aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des gens qui n'étaient pas avec nous et qui veulent venir avec nous parce qu'ils se disent qu'il y a de la place chez les républicains pour se positionner. Et donc, il y a ces petits conflits sur le terrain, dans nos arrondissements qu'on essaye de voir. Mais on est vigilant hein, parce que les militants disent, mais vous, on ne vous avait pas vu pendant les législatives, vous voulez venir chez nous. Mais non, on ne va pas se laisser faire. Donc, il y a des cas comme ça qu'on gère. Et justement, on a vu des adhésions massives dans le bloc républicain. C'est vrai qu'il y a eu quelques départs aussi, mais oui, vous avez quand même eu beaucoup d'adhésions. C'est une bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose pour le parti, ça c'est clair. Mais bon, maintenant, vous savez, ici, la conviction, les gens n'ont pas encore vraiment la conviction de l'idéal qu'est le bloc, qu'être républicain. Donc, on sait que les gens cherchent des positions. Et donc, c'est là qu'on doit être vigilant parce que si les gens quittent des partis pour venir chez nous parce qu'ils ont envie de se faire positionner sur une liste, ça veut dire qu'après, ils vont nous lâcher quand il s'agira de faire les parrainages, quand il s'agira d'élire les maires. Donc, nous devons réfléchir, être très prudents et faire des calculs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a ces mutations de dernière heure qui sont des mutations intéressées. Donc, reste vigilant à tout ça aussi. Très bien. Pour finir cet entretien avec vous, Halimatou Badarou, si vous avez un message à l'endroit du peuple béninois, quel serait ce message? Je voudrais d'abord saluer le peuple béninois pour son patriotisme de tous les jours. Vous avez on avait craint qu'on ne pouvait pas toucher la Constitution. Finalement, on l'a touché. Donc, c'est la preuve de la maturité de ce peuple-là. Je voudrais saluer cette maturité, ce courage. Saluer aussi ces députés qui ont eu le courage de faire ce travail. Et saluer aussi la présence d'esprit du président de la République qui nous a aidé à promulguer cette loi. Parce qu'une chose est de la voter, une chose est de la promulguer. Et donc, je crois que nous tous, Béninois, nous avons compris qu'il fallait qu'on apporte une touche à notre Constitution pour aller de l'avant. Le monde est en perpétuel changement.
Donc, on ne peut pas rester sur les acquis des années antérieures. Il faut faire des mises à jour. Et le Bénin vient de faire un pas. Je salue vraiment tous ceux qui ont contribué à ça et le peuple aussi. Et donc, je dirais à mes concitoyens que la réforme du système partisan, c'est pour tout le monde. De ne pas rester en marge. Ils n'ont qu'à prendre d'assaut les partis politiques et surtout de venir chez nous les républicains parce que nous avons encore de la place. Et quand on est béninois et qu'on aime le Béninais, on est naturellement républicain. Très bien. Merci. Alimatou Badaro, directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Elle est membre fondateur donc du parti Bloc républicain. Merci pour ces échanges. Chers amis téléspectateurs, vous restez avec nous puisque maintenant nous parlerons de notre sujet bien intéressant avec nos invités. Restez avec nous. Et nous abordons un sujet bien intéressant qui concerne l'économie du Bénin puisqu'il s'agit de la production cotonnière. La production cotonnière 2019-2020 cette campagne qui a été lancée. L'objectif, c'est bien 750 000 tonnes aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau Eladj Rabiou Gaba. Il est le président du Sintra-INAB. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher journaliste. Merci pour la disponibilité. Et c'est moi. Allo Kinsi, acteur politique, il partage ce plateau avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et sur ce plateau, chroniqueur économie, et François-Xavier Noumon. Bonsoir. Bonsoir, Romain Louis. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Il faut tout de même rappeler un peu tout ce qui se fait depuis quelques années en ce qui concerne la production cotonnière. Vous avez la restructuration un peu de cette machine qui nous permet d'aller à cette production à Kinsi. Voilà, merci beaucoup, chers journalistes. Je remercie les téléspectateurs, mes confrères qui sont avec moi pour débattre de ce sujet. Je crois que depuis 2016, notre pays a amorcé une révolution agricole dans tous les secteurs. Surtout au niveau du coton, où aujourd'hui, notre pays est présenté aujourd'hui comme le premier producteur du coton en Afrique, surtout dans notre sous-région. En Afrique. Voilà, donc le gouvernement a salué les efforts tant fournis ont donné leurs résultats positifs. Nous ne pouvons que saluer tous les acteurs, ceux-là qui ont contribué à cet essor depuis peu et travailler davantage et appeler les uns les autres pour notre patriotisme, accompagner quand même ces résultats pour que dans les jours à venir, nous récoltons mieux davantage. Très bien. Eladj Rabiou Gaba, vous intervenez puisque vous êtes acteur, un des acteurs qui intervient dans cette production-là, dans cette campagne. Dites-nous concrètement, quand on parle de réformes, certainement qui touchent à votre secteur, quelles sont ces réformes que vous avez en idée? Merci, monsieur le journaliste. Le sujet est tellement important pour des acteurs que nous sommes. Le coton, au jour d'aujourd'hui, ne nourrit pas que les cotonculteurs, transporteurs que nous sommes. L'or blanc nous apporte beaucoup. Du mémoire d'homme, depuis 2016, à l'arrivée de son excellence du président Talon, le coton, comme l'a dit mon prédécesseur, a connu une avancée qui ne dit pas son nom. Au jour d'aujourd'hui, si vous allez du sud au nord, ceux qui avaient un camion, au jour d'aujourd'hui, tournent autour de 3, 4, voire 5 camions. Qu'est-ce qui pousse les transporteurs à avoir plus de matériel? C'est dû au coton, car chaque campagne depuis 2016 apporte beaucoup pour les transporteurs. Et sur ce, nous ne pouvons que saluer cette révolution que le chef de l'État, technicien en la matière, fait de l'or blanc. Est-ce que cela sous-entend que vous avez beaucoup plus de travail aujourd'hui qu'hier? Parce que si quelqu'un est amené à acheter d'autres
camions alors qu'il en avait un, peut-être, et deux, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Oui, monsieur le journaliste, vous allez constater les guéguerres que vous constatez au sein des syndicalistes, c'est souvent après la campagne cotonnière. Pendant la campagne cotonnière, vous n'allez jamais entendre de mésentente, de mépris au sein du monde des transporteurs. Non, parce que on n'a pas le temps. Quand vous entendez des gens se quereller, oui, c'est parce qu'ils ont le temps. Mais pendant la campagne cotonnière, tout le monde s'apprête à aller, car on a une période de... À l'époque, la campagne durait 2 mois. Mais depuis 2016, la campagne va jusqu'en 4 mois, 3 mois, 4 mois. Et sûr et certain, la campagne 2019-2020 risque de nous amener jusqu'à 5 mois, voire 6 mois. Parce que les fleurs ont tenu la promesse des fruits. Voilà. Très bien. François Xavier Noumon, avons des chiffres tout de même, parce qu'aujourd'hui, l'objectif c'est 750 000, on en a connu 600 000, on a connu bien plus. Pourquoi des chiffres grimpent au fil des années? Non, déjà, je pense que les chiffres ont quelque peu évolué, parce que en suivant le patron de l'AIC, M. Mathieu Adjovi, qui a donné une interview sur Jeune Afrique il y a quelques jours de cela, il parle pour la campagne de 2019-2020 de 800 000 tonnes, et à l'horizon 2020-2021 1 million de tonnes, pour prendre définitivement le leadership de cette campagne dans la sous-région. Mais au-delà de ça, que ce soit 750 000 tonnes ou 800 000 tonnes, il faut dire que d'importantes décisions ont été prises déjà au niveau du délai de livraison des intrants et surtout de la qualité des intrants. Beaucoup s'inquiétaient du fait et ça c'est une question technique, du fait du monopole apparent de la Sodeco qui gère environ 80% du secteur. Est-ce que les agriculteurs ne vont pas se trouver dans une position de faiblesse par rapport à cette grosse machine qui règne sur le coton? Mais depuis 2016, le prix des intrants n'a pas augmenté. Même le paiement à la tonne a été quelque peu augmenté. Je pense qu'aujourd'hui que les greeners payent la tonne de coton autour de 285 000, 282 000 francs CFA la tonne, si mes chiffres sont bons. Donc il y a une meilleure réorganisation. Il y a une réorganisation du secteur au niveau des intrants, au niveau de l'accompagnement des cotonculteurs. Je pense que l'État et l'AIC, les divers intervenants, ont construit une architecture au plus près des besoins des cotonculteurs au niveau du financement. Vous savez, quand le gouvernement a pris ses responsabilités en 2016, l'AIC traînait environ 46 milliards de dettes dues aux réquisitions qui avaient été faites avant. Je pense que il y a déjà l'AIC a pris en charge une partie de ces dettes pour permettre au secteur de fonctionner. Il y a des objectifs qui ont été fixés. On était à 900 tonnes l'hectare, je crois. Là, on va tourner autour de 1000 tonnes. Donc, il y a une production, il y a des performances qui sont de plus en plus accentuées. Donc, il y a un accompagnement constant du secteur. Il n'est pas farfelu de souligner que celui qui est à la tête du chef de l'État connaît le secteur mieux que n'importe qui. Donc, évidemment, les solutions idoines ont tout de suite été mises en branle pour permettre à notre pays de tirer beaucoup plus des ressources de ce secteur qui est le premier, qui est notre première source de devises étrangères. Après, la question techniquement qui se posait, c'est est-ce que, disons, à la fin de l'année passée, la dernière campagne cotonnière, les installations qui étaient en place permettaient de grainer les 600 000 tonnes à peu près qu'on avait à faire. On a fait un peu moins de 700 000 tonnes cette fois-ci. Il y a une usine qui est en train d'être construite. Je pense qu'en 2020, ce sera opérationnel à Kérou. Monsieur Adjovi a laissé entendre que
il y a des dispositions, un investisseur italien devrait installer une usine d'égrenage d'ici là, parce que la question c'est, on est en train d'augmenter en capacité, on va parler de 800 000 tonnes à 1 million de tonnes, il va se poser le problème d'égrenage. Là aussi, c'est déjà en passe d'être réglé. Donc je pense que tous les feux sont ouverts pour qu'on puisse dire qu'une bonne fois pour toutes, que voilà, le Bénin, déjà de fait, est devenu, à cause des comptes performances du Burkina par ailleurs et du Mali, le Bénin est de fait le champion de la sous-région, et les prochains chiffres vont le confirmer. Très bien. Effectivement, quand on est champion, il faut s'y maintenir. Sinon, voilà, la chute est libre et très rapide. C'est le plus important, c'est l'enjeu. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est aujourd'hui que nous tendons vers une nation. Dans un passé récent, on avait juste un État. C'est-à-dire un territoire qui était délimité des frontières. Mais nous, on était dans un informel criard qui ne disait pas son nom. Chacun venait, faisait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, nous prenons le sens de la notion de la nation. C'est-à-dire quoi? Et on structure tout. Tout est structuré. Chacun reste dans son couloir. C'est-à-dire on confie chaque chose aux acteurs qu'il faut. On ne va plus dire, c'est pas ceux qui savaient tout faire vont pouvoir aujourd'hui choisir, faire quelque chose. La spécificité de chacun est de mise. C'est-à-dire quoi? Les vrais acteurs du coton sont aujourd'hui à la commande. Ça veut dire quoi? L'AIC aujourd'hui a pris les rênes du secteur et s'est entouré de ceux-là qui en savaient quelque chose. Nous avons connu un passé récent où les gens prenaient même hélicoptère pour aller dans tous les champs. L'État et l'armée organisaient la distribution des intrants dans les champs. Malgré ça, on était à 260 000 tonnes. Ça veut dire quoi? C'est la tête qu'il faut revoir. Les hommes sont là, mais il faut les organiser. Il faut les mettre au travail. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et quand vous rentrez aujourd'hui dans les secteurs, surtout quand on parle du coton, j'ai eu la chance la dernière fois d'aller à la fête de la Gani, mais j'ai vu certains cotonculteurs, c'est-à-dire les peuples qui fêtaient, mais attention, leur joie était immense. Vous ne pouvez pas vous rendre compte quand les gens savent que c'est voilà des acteurs politiques qui sont arrivés, surtout un chef de l'État, et qui viennent, c'est des jeunes, ils se disent, ah, subitement ils viennent vous saluer pour vous dire merci. Et c'est après qu'on demande à nos amis avec qui on était, qu'ils nous disent non, c'est des gens qui ont bénéficié des fruits des réformes de leur secteur. Ils sont qui? C'est des producteurs de coton, d'anaca, de néré et autres. C'est-à-dire, les réformes ont tellement apporté aujourd'hui que même quand vous descendez sur le terrain, à part les effets secondaires et externes qui viennent nous assaillir de part et d'autre, je crois que notre économie, ça va être une économie fondamentale. Mais une économie solide. Il y a tout de même une question, au-delà de la devise qu'apporte le coton aujourd'hui, cette production qui monte d'année en année. Est-ce que cela se ressent ou cela se ressent dans la vie des acteurs? C'est vrai que vous l'avez évoqué, je vous reviens, mais est-ce que cela se ressent chez vous, dans votre vie, dans votre quotidien? C'est vrai, monsieur le journaliste, dans la vie des transporteurs, on sent un changement. Le changement est que, je l'ai dit tantôt, juste après la campagne, vous constatez, celui qui a un camion passe à 2. Celui qui a 2 passe à 3 et celui qui a 4 passe à 5. Qu'est-ce qu'on veut? Il y a quelques années, ça ne se passait pas comme ça. Ça ne se payait même pas à temps. Comment ça se faisait? Il y a quelques années passées, vous transportez, il faut attendre. Il faut attendre, vous déposez les factures, vous avez un bon moment à attendre avant d'être payé. Au jour d'aujourd'hui, les réformes opérées dans le secteur cotonnier a fait qu'aujourd'hui, les transporteurs, aussitôt sorti le coton de la brousse vers l'usine, il y a des auxiliaires qui sont engagés pour vous aider à établir votre facture.
aussitôt déposé, je crois bien, une semaine, au plus tard, vous êtes payé. Les balles transportées des usines vers Cotonou, vers Alada, si vous déchargez 3, 4, au plus 6 jours, vous êtes payé. Que veut le transporteur? C'est de travailler dans la célérité et d'être payé à temps. Donc, c'est ça qui est fait aujourd'hui. Vous allez vers la NAT, Agence nationale de transport terrestre, vous demandez le nombre de camions. Ici au Bénin aujourd'hui, monsieur le journaliste, nous avons assez de camions au Bénin, mais nous n'avons pas assez de transporteurs. Nous avons assez de camionneurs, mais pas assez de transporteurs. Parce qu'il y a une différence. Ça doit toutefois vous étonner, mais qu'est-ce qu'il dit? Oui, dites-nous. Le transporteur, c'est celui-là qui a l'autorisation, qui a l'agrément de son État qui lui permet d'effectuer l'activité. Mais le camionneur, c'est celui-là qui a acheté un camion, un outil, et qui lance, et qui va rivaliser avec le transporteur. Et ce que les réformes ont encore apporté au niveau de la SODECO ne va plus vers SODECO pour solliciter, pour effectuer une prestation. Et quand vous n'êtes pas à jour, il vous faut remplir les conditions que l'État de notre pays demande avant d'être accepté travailler avec SODECO. Et c'est ce que nous souhaiterions vraiment dans les autres unités de production de fret. Et là, ça permet à celui-là qui a choisi exercer comme activité le transport de pouvoir vraiment jouir du fruit de son activité. Vous voyez? Donc, allez-y aujourd'hui sur le parc. Juste après la campagne, vous allez sur le parc de vente de camions. Le camion qui se vend à 8 millions, juste après la campagne, passe à 10 millions, 12 millions. Le camion qui se vend à 15 millions, juste après la campagne, passe à 17, 18 millions. Parce qu'on sait que vous avez reçu des oui, oui, et les usines, les promoteurs des stations aussi font beaucoup de bénéfices. Parce que le transporteur qui travaille en 3-4 mois, allez-y, combien de gasoil, allez-y voir combien de gasoil il a utilisé. Quand vous avez 15 camions et que Cotonou et Banikwara, minimum 700 litres, fois 15, et vous devez quand même faire la navette. Combien de fois? Vous voyez combien de fois vous faites assez de recettes pour les promoteurs de stations. Et combien de fois le vendeur de pneus. Combien de fois? Donc c'est pour vous dire que le coton apporte beaucoup pour les Béninois. Voilà. Très bien. Non, de façon mathématique, je m'en voudrais de ne pas corriger un chiffre. Je parlais du rendement à l'hectare, je parlais de 900 kilos à l'hectare. Là, on est passé à une tonne par hectare. Donc, normalement, ça devrait aller en s'accroissant avec les nouveaux intrants et puis l'entretien des sols que le ministère de l'Agriculture est en train de déployer. Et pour parler des chiffres, quand vous comparez entre 2015 et 2016 et à aujourd'hui, nous savons la production béninoise a fait un bond d'environ 130% en plus. Donc, c'est quelque chose de faramineux. Donc, beaucoup de gens n'y croyaient pas, mais on est dans une tendance qui devrait se perpétuer. Maintenant, la question que vous posez est importante parce qu'au final, c'est ce que les gens apprécient ou pas des chiffres qu'on balance ici et là. Première chose que les gens doivent comprendre, recette, il suffit de voir le projet de loi de finances de cette année. Le budget, la part allouée à l'investissement a cru d'environ 20 à 25%. Et ce ne sont pas les dons, ce ne sont pas les prêts, ce sont simplement les recettes d'exportation nettes, plus les recettes fiscales aux frontières, ainsi de suite, qui font que le gouvernement est capable aujourd'hui d'allouer une part plus importante que l'année passée aux investissements. Les investissements, c'est quoi? Les investissements, c'est les investissements dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation. Le gouvernement est venu aujourd'hui on a atteint 54%. Pour le projet de loi de finances de l'année qui vient, c'est 54% de taux de couverture des cantines scolaires. L'argent vient de quelque part. Donc très concrètement, les gens ne devraient pas attendre qu'on vienne leur distribuer des sous. Les gens devraient voir exactement quels sont les postes de dépenses, les nouveaux postes de dépenses que le gouvernement
comment on appelle, financé pour le projet de loi de finances qui vient. Ça veut dire quoi? Production en hausse, recettes d'exportation en hausse, du coup, et pas un effet démultiplicateur. Ça veut dire que voilà, l'État pourra consacrer un peu plus de sous, un peu plus d'argent, un peu plus de budget aux projets qui sont en cours. On a le microcrédit aux femmes. Donc, toutes ces enveloppes sont en augmentation constante pour l'année qui vient. Et donc, c'est les bénéfices du coton. Et quand on parle des producteurs, la plus grande transformation qui existe aujourd'hui, à part les recettes qu'ils font, parce que comme El Hadj Garba vient de le dire, aujourd'hui, quelles que soient les étapes de la filière, tout est payé à temps et à bonne date. Mais au-delà de ça, la route de Bani-Kwara, le financement est bouclé. Je pense que je ne sais pas si les travaux ont commencé. Les 2KP, les travaux ont commencé. Et ça fait une différence colossale. Parce qu'au-delà de ça, il ne faut pas oublier les difficultés qu'on avait pour faire sortir parfois cette route était simplement indigne du plus grand bassin cotonnier de notre pays. Et ça a été rêvé depuis des années. En réalité, depuis que le coton est coton dans notre pays, on aurait dû, c'était l'un des premiers postes d'investissement qui aurait dû être fait. Aujourd'hui, le projet est bouclé, le projet est en bonne voie. Pour une bonne fois pour toutes, apporter aux populations à cette région qui est le cœur du coton dans notre pays, de pouvoir être une bonne fois pour toutes désenclavée. Donc évidemment, l'État ne viendra pas distribuer à gauche et à droite 500 francs, 5000 francs ou disperser de l'argent comme on le faisait avant. Mais évidemment, il faut regarder sur le terrain comment on s'y prend pour financer tous les besoins d'investissement et dans les secteurs prioritaires, santé, éducation, sécurité, les équipements des centres de santé qui sont en train de construire un peu partout, même dans le sport, les classes sportives, les stades qui sont en train de construire un peu partout, ça va avec le budget que l'État alloue chaque année aux investissements qui est constamment en hausse. Très bien. L'une des préoccupations de certains, par exemple, c'est que, c'est vrai, nous produisons du coton en grande quantité, nous exportons et tout cela, mais il faut aussi de la transformation qui pourrait permettre à nos populations d'acheter par exemple telle chose parce que ça a été transformé à base de notre coton. C'est vrai, je crois que je voudrais dire que nous produisons en quantité, mais rappelez aussi que nous produisons en qualité. Nous avons le meilleur coton dans la sous-région et notre coton aujourd'hui, même sur le plan national, nous essayons de transformer tout petit peu. Et CITES de l'Ocosa qui essaie de faire ce qu'elle peut, sans oublier le SHB à Boycon qui produit de l'huile, et sans oublier Flidor qui produit aussi de l'huile à Zobodomain. Et on ne peut que demander à nos populations de consommer local. Parce que déjà le coton apporte peu. Et lors de la dernière visite du chef de l'État au Japon, il y a des investisseurs japonais qui promettent de venir installer des usines de textile au Bénin pour transformer une partie de notre coton. Et déjà quand même, il y a le coton fibre aussi que nous essayons de faire sur place à base de coton. Le coton, je crois que c'est l'avenir économique du pays. Et autant que nous sommes, nous devons réfléchir à comment faire pour accompagner cet essor du coton sur le plan national tout au moins. Consommer les huiles fabriquées au Bénin, c'est une bonne chose. Consommer les tissus fabriqués au Bénin, ce serait une très bonne chose. Et consommer les fibres, même pourquoi pas nos hôpitaux. Quand on va finir de construire les hôpitaux, les cotons fibres qu'on utilise pour les soins, et quand même, on peut utiliser tout ça. Et je crois que c'est l'heure d'accompagner le chef de l'État, d'accompagner le gouvernement qui se dit chaque jour de rendre notre pays, notre État, un pays-nation, pour qu'ensemble nous puissions bénéficier des fruits. Et je crois que c'est le minimum que nous puissions demander aux uns aux autres, quand même de voir la pertinence des réformes qui aujourd'hui apportent quand même leurs fruits, comme vient de le dire El Hadj Garba, qui a apporté quand même un élément très crucial dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, les secteurs se portent mieux. On ne va plus attendre forcément, même si le port a reçu un coup par la fermeture de nos frontières du côté de l'Est, quand même, sur le plan interne, nous allons tout faire pour que nos compatriotes continuent de travailler et de se retrouver. Ce n'est pas parce que le port a des problèmes que nous allons rester là à ne pas réfléchir à comment s'en sortir. C'est très important que nous puissions réfléchir dans tous les sens. Très bien, sur la question, El Hadj Garba.
Oui, la transformation. Oui, effectivement, c'est le souci de tout Béninois. Mon prédécesseur tout à l'heure a énuméré quelques usines. Et moi, étant de l'OCOSA, notre souci est que nous voyons vraiment les 2 usines de l'OCOSA travailler 24 heures sur 24 heures. Et je pense bien que c'est le souci du chef de l'État. Récemment, janvier, il y a des réformes qui sont en cours et sûrs et certains apporteront leurs fruits. Car dans les années 80, nous savions ce que la CITES donnait comme main d'œuvre. Et la ville de l'OCOSA, il faut reconnaître que les Locosais se réjouissaient beaucoup. Les bonnes dames trouvaient vraiment du travail, vendaient, et les jeunes filles trouvaient de maris aussi dans les usines. Mais au jour d'aujourd'hui, vous revendiquez le conseil. mais depuis que ces usines sont tombées, il faut aller voir. Vous construisez aujourd'hui, vous n'avez même pas assez de locataires. Donc, je pense bien les réformes s'imposent. Et il faut aussi saluer sur le point sur lequel mon prédécesseur a mis le doigt dessus. C'est vrai, le port a reçu un coup avec la fermeture des frontières. Et tout notre espoir aujourd'hui est basé sur la campagne cotonnière. Parce que ce que le port, c'est la première unité de production au Bénin qui donne plus de travail aux transporteurs. Avec cette fermeture, beaucoup de transporteurs sont au repos. Mais nous sommes déjà préparés pour aller au champ. De toute façon, je me rappelle de cette discussion. Je me rappelle de cette discussion que j'ai eue avec vous. Et vous me dites que même des transporteurs ont refusé le port pour les champs de coton. Naturellement, pendant la campagne cotonnière, vous allez constater qu'il y a souvent pénurie de camions au port. Parce que on ne travaille pas parce qu'il faut travailler. On travaille pour faire de bénéfices. Donc, il y a plus d'argent de l'autre côté. On choisit le secteur dans lequel il faut travailler. C'est-à-dire le corridor sur lequel il faut travailler. Et après tout calcul, aller en brousse, sortir le coton de la brousse, déplacer les intrants vers l'intérieur du pays apporte plus à l'économie du transport, plus que aller vers l'interland Donc je pense bien, nous saluons vraiment, nous sommes pressés. Et nous sommes pressés. En tout cas, ça a été lancé. D'aller au champ. Voilà. Ce qu'on doit dire par rapport à la transformation, c'est un sujet crucial. C'est vrai que le ministre de l'économie et des finances également l'a promis. Oui, je pense que les gens se posent des questions, pourquoi ça ne vient pas. Je pense que c'est un sujet très délicat. Il y a un mois environ, le Bénin, le Mali, le Burkina étaient au plus grand rassemblement des producteurs de coton sur la planète Terre, qui sont retrouvés à Paris parce que les pays africains sont victimes d'une situation bien particulière. C'est que un paysan américain qui produit, je pense, les États-Unis après la Chine sont les plus gros producteurs et consommateurs en même temps. Un cotonculteur américain par rapport à un cotonculteur béninois est subventionné à peu près 1000 fois. Par rapport, c'est-à-dire que si un cotonculteur béninois reçoit 10 francs de subvention du gouvernement béninois, dans le même temps, un cotonculteur américain reçoit 100 000 exactement. Ce n'est pas la même capacité. C'est pas la même capacité, mais le résultat, c'est que sur le marché, ça fausse la concurrence. Et aujourd'hui, on est dans l'ultra-concurrence et il faut le dire, les producteurs, même malgré la bonne qualité de la fibre, les cotonculteurs africains le coton africain n'est pas, en dehors du coton fibre, est très loin d'être compétitif. Donc, le Bénin en tête,
encore le mois passé, avec les cadres du ministère, ont essayé de porter la voix du continent, y compris l'Égypte, qui a une très bonne qualité de coton également, pour que l'OMC essaie de régler ce problème. Alors que vous savez, on est en géopolitique, les Américains, les Chinois veulent bien, mais les Chinois disent, bon, avant que nous on ne baisse nos subventions, il faut que les Américains le fassent. Donc tout le monde a compris que ça n'arrivera pas. Et nos gouvernants l'ont compris très bien. Et le gouvernement, le président de la République, a bien compris qu'aujourd'hui, on demande aux Béninois de consommer local, effectivement, mais par rapport à surtout la concurrence asiatique, vous savez, aujourd'hui, même les pagnes que les périodes de la fête approchent, les pagnes qui sont sur le marché, beaucoup de Béninois les font fabriquer en Chine et vont les revendre ici parce que c'est moins cher. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le coton n'est pas ici, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire des pailles. Mais après, comme le LH Gaba vient de dire, quand vous créez une entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Donc vous comparez vos coûts de production. Si vous êtes perdant, vous n'allez pas, pour être patriote, aller investir de l'argent pour perdre de l'argent. Donc c'est une histoire de concurrence. Mais l'État a ciblé la niche qu'il nous faut pour nous développer. Le chef de l'État au Japon et dans beaucoup de ses tournées disait, sensibilisait les Chinois, les Japonais, venez, vos usines, vous pouvez les mettre au Bénin, parce qu'il y a le marché nigérian à côté de 200 millions d'habitants. Et pour quoi faire? Pour travailler sur la fibre, le fil coton, qu'ils peuvent aller faire des pagnes et ramener, peu importe, puisque notre coton est de bonne qualité. Il y a le marché européen, le marché américain, le marché du luxe, de la mode. C'est ce sur quoi l'Éthiopie a misé et ces dernières années a attiré énormément d'entreprises chinoises qui fabriquent sur place. Mais ils fabriquent quoi? Ils ne fabriquent pas des pagnes, ils ne fabriquent pas des chemises. D'autres le font, mais essentiellement, ils fabriquent des fils pour l'industrie du luxe, l'industrie de la mode, ainsi de suite. Donc c'est une niche sur laquelle nous pouvons nous mettre tout de suite, parce que le Burkina est aussi en train de réfléchir à la même chose. Mais c'est vrai, il ne faut pas souhaiter un malheur à un frère, à un pays frère. C'est vrai que la conjoncture sécuritaire du moment fait que beaucoup de choses sont en train d'être retardées, mais c'est une niche sur laquelle, en réalité, beaucoup de spécialistes ont identifié que la niche sur laquelle des pays comme le nôtre peuvent combattre l'ultra-concurrence de l'Asie, c'est de se spécialiser sur des niches précises, de fabriquer des fils que le secteur du luxe pourra très vite utiliser. Le marché nigérian commence pas à se développer, spécialiser dans ce sens, mais il y a surtout le marché européen, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ainsi de suite. Donc nous avons des opportunités à faire et je pense que le ministre de l'Agriculture l'a dit il y a quelques mois, les usines qui sont à Lokossa vont être remises sur pied avec la contribution des Chinois. Il y a d'autres usines, je pense qu'il y a des investisseurs italiens, japonais qui ont signé également pour installer des usines dans notre pays. Donc je pense que c'est ce pan. Il y a d'espérance il y a un programme qui est en place dans la voie à venir. Avec le pragmatisme du chef de l'État, on devrait aller à des solutions très vite. Très bien. Pour finir, on est à la fin de cette causerie. Yano Kinsi. Je crois que nous devons saluer le pragmatisme du chef de l'État qui a su anticiper sur bon nombre de sujets pour la vitalité de notre nation. Supposons un instant que le chef de l'État n'avait pas anticipé dès la prise du pouvoir de 6 avril 2016 sur les réformes agricoles. Qu'en serait aujourd'hui le secteur du transport au Bénin, avec la fermeture du côté est de nos frontières? C'est ça le sens élevé de la gestion de l'État dont nous bénéficions aujourd'hui. C'est-à-dire l'honnêteté dans le pouvoir, dans l'exercice du pouvoir, l'honnêteté dans la réflexion et la mise sur pied des projets pour la nation. C'est important. Et nous devons saluer et accompagner. Supposons un instant que le coton et le transporteur n'avaient pas du coton à transporter aujourd'hui à la place des conteneurs. Voyez-vous où on allait? C'est en cela que parfois quand on reste là, quand on réfléchit, on se dit qu'on n'avait pas une nation. On avait juste un territoire. Vous y tenez, hein? Oui, parce que sans la formalisation des couloirs d'activité, vous ne pouvez pas sécuriser le lendemain des acteurs. C'est-à-dire la prévision sur nos activités, la prévoyance peut-être, si je me le permets. C'est important. C'est-à-dire, et quand aujourd'hui, les gens, on se rend compte de ce qui se fait. Rien ne se fait pour tout de suite. Ça veut dire que nous posons des actes qui porteront les fruits de... C'est ça qu'il faut expliquer à nos compatriotes, à nos frères, à nos amis, que tout ce que nous devons faire aujourd'hui, nous devons attendre que ça soit, même si c'est mauvais aujourd'hui, que ça soit meilleur demain pour nous. C'est très important. Merci.
Merci à nos Kensi, Ella Djirabé-Gaba. Merci, monsieur le journaliste. J'aborde dans le même sens que Anno Kessi. Et il faut avouer que les réformes sont en train de porter leurs fruits. Au jour d'aujourd'hui, il n'est secret pour personne. Vous pouvez parcourir Cotonou-Malanville sans être inquiété sur le plan sécuritaire. Et la corruption pratiquement est conjuguée au passé. Dans l'usine, la Sodeco, qui est notre employeur, qui est notre donneur d'ordre, si nous devons comparer les années, en 2016, à l'arrivée du chef de l'État, le prix auquel le coton se transportait à l'époque, certains transporteurs se sont levés pour dire, ça doit, 2016, en campagne 2016, on doit appliquer le même prix. Nous, on leur a dit non. Le monsieur vient d'arriver. Tout, accompagnons-le avec ce qu'il a mis en place et l'avenir nous en dira plus. Tout. Certains ont voulu bloquer tout. On voulait empêcher les camions d'aller en brousse, mais nous nous sommes levés comme seul homme. On a dit non, nos camions sont nos camions, donc nous sommes prêts à aller en brousse. Prenez les dispositions pour sécuriser nos camions. Et c'est comme ça que nous avons lancé nos camions en 2016. Et ça a porté. Au jour d'aujourd'hui, ceux-là qui se sont levés pour dire pas de campagne en 2016, au jour d'aujourd'hui, vous allez voir, si hier ils avaient 10 camions, aujourd'hui ils sont à 15. Vous avez. Ils bénéficient aujourd'hui. Et la réforme toujours au niveau de la SEDECO, cette année 2009, puisque vous savez, le chef de l'État, dans ses réformes, ne fait pas de bruit. Il est même interdit, dans l'une des réformes, il est interdit aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller à SODECO et rentrer dans un bureau et discuter. Non, ça la grille, là vous déposez tout. Donc, parce que nos plaintes, ils ont, sans pour autant nous inviter, mais ils ont écouté nos plaintes parce qu'à un moment donné, parce que quand on va dans les bureaux, courtiers ont commencé par nous substituer au niveau de la SODECO. Les courtiers. On ne commence pas à nous substituer, nous avons le matériel, mais c'est eux qui vont se prendre le travail et nous vendent le travail. On vous sous-traite. Oui. Et mais nos plaintes, on fait là. Et je pense bien, c'est l'une des dispositions prises aujourd'hui. Vous ne pouvez plus aller discuter avec un agent de la SEDECO. Tout est réglé aujourd'hui. C'est à la grille que tout se fait. Donc je pense bien qu'est-ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons encore, c'est pendant la campagne 2019-2020, qu'il y ait plus de célérité au niveau du déchargement pour que vraiment nous puissions vraiment accompagner les à peu près combien de tonnes 750 000 ou 800 000, voire 800 000 tonnes, qu'on puisse vraiment répondre pour que la faille ne vienne pas du côté des transporteurs. Très bien. Donc, voilà ce que... Merci, oui, pour finir. Oui, je voulais dire que les transporteurs n'ont pas tout perdu non plus. Après la campagne, il y a toujours les conteneurs à destination du Niger, du Burkina. Il y a cette voie. Effectivement, nous continuons de travailler. Nous continuons de travailler. Important. Pas comme on l'aurait souhaité. Voilà. Mais je pense que c'est une situation qui ne devrait plus durer. Ce que je voulais dire, c'est que la culture du coton agit de facto comme un tracteur des autres secteurs, des autres filières. Et je pense que l'organisation qui a été mise en place pour booster cette filière sert aussi de boussole pour les autres filières, le karité, le maïs et ainsi de suite, parce qu'il ne s'agit pas d'être tributaire, voilà, il ne s'agit pas d'être tributaire d'une seule culture de rente, étant donné que les coûts peuvent changer du jour au lendemain, le dollar peut chuter et puis ça a un impact sur la rémunération, bien le coût du secteur. Donc je pense que tous les paramètres ont été pris en compte, les feux sont ouverts et en temps normal, les chiffres avancés devraient être atteints et ce que les Béninois devraient souhaiter, c'est que de cette culture, les récoltes puissent aller en s'accroissant simplement parce qu'encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si nous exportons plus, ça fait plus de devises et forcément, ça fait une incitation, une conséquence directe pour plus d'impact sur la vie des populations. En termes de soins de santé, en termes de cantines scolaires, en termes d'éducation, plus de salles construites, plus d'hôpitaux et de centres de santé construits. Donc, nous y bénéficions tous. Donc, tout le monde a intérêt à ce que le secteur se porte de mieux en mieux.